Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, épisode spécial 4. Actualité, le Parlement européen vote pour la dérégulation des NGT, les nouveaux OGM. Alors, dans Cultiver la biodiversité, on avait déjà fait un épisode sur les OGM, mais sur un sujet bien spécifique qui est la mutagénèse. Vous pouvez aller le réécouter si vous voulez avoir la définition d'un OGM notamment. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un point d'actualité qui m'a quand même pas mal marqué. Et notamment parce que j'ai l'impression que le sujet des OGM est moins prononcé dans le débat public, il est moins fort que dans les années 90-2000 où il y avait tout un débat sur est-ce qu'on doit autoriser ou pas les OGM en Europe. Mais du coup, quelle est l'actualité ? C'est que le 7 février 2024, il y a à peu près un mois donc, à l'heure où j'enregistre cet épisode, le Parlement européen a voté pour un texte de loi qui vise à exempter une partie des variétés issues des nouvelles techniques génomiques, les fameuses NGT, des règles encadrant les OGM. Alors attention, ne paniquez pas totalement, le fait que le Parlement européen ait voté le texte, ça ne veut pas dire qu'il est entré en vigueur ou qu'il va entrer en vigueur. Et je vais vous expliquer pourquoi dans l'épisode. Alors juste, je voulais vous faire un petit rappel de la loi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en Europe, et attention je dis bien en Europe, il est possible de cultiver, de faire des expérimentations et d'utiliser des OGM dans l'alimentation humaine et animale. Mais les variétés utilisées en Europe, les variétés OGM utilisées en Europe doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation avant de pouvoir être utilisées. On peut d'ailleurs trouver la liste sur un site prévu à cet effet. Et en France, par exemple, c'est l'ANSES qui est chargé par l'État de réviser les demandes. Et ensuite, l'étiquetage des produits pour l'alimentation humaine transformés à partir d'OGM est obligatoire. Donc ces produits-là doivent être étiquetés, sauf s'il y a moins de 0,9% de produits OGM dedans. Attention, par contre, pour les produits animaux comme le lait, la viande et les œufs, si les animaux en question qui les ont produits ont été nourris avec des OGM, alors l'étiquetage n'est pas obligatoire. C'est pour ça que des fois, on voit par exemple sur les paquets de jambon ou des choses comme ça, on voit que c'est écrit « nourri sans OGM ». Et alors là, en France, dans les faits, depuis les années 2007-2008, aucune autorisation de variété OGM n'a été faite suite à des mobilisations citoyennes notamment. Je vais pas détailler ici le cas de la France et pourquoi c'est le cas depuis 2007-2008, mais c'est un sujet qui est super intéressant. Et petit rappel, en revanche, qui je trouve en dit long sur l'importance de la mobilisation de nos jours sur ces questions, c'est dans le super reportage « Tu nourriras le monde » de Floris Schruiger, je suis désolée, je sais pas si je prononce bien le nom, et Nathan Pirard, où on voit dans ce reportage à un moment Macron qui dit que l'avenir de l'agriculture c'est la génétique, la robotique et le numérique. Alors, maintenant qu'on a fait un petit rappel de la loi en Europe aujourd'hui, on va préciser ce que sont ces nouvelles techniques génomiques, parce que c'est le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les NGT, ce sont des techniques d'édition du génome, et elles sont nouvelles parce que, en fait, contrairement aux anciennes techniques de modification génétique, là, on est capable de modifier directement le génome. Alors, pour rappel, la définition d'un OGM en Europe, c'est la suivante. Un OGM, du coup, c'est un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Donc, les NGT sont bien des OGM. Et la méthode la plus connue pour créer des NGT, du coup, c'est CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel de chimie à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Et du coup, le principe de cette méthode, c'est d'utiliser une enzyme, la Cas9, qui est couplée à un ARN. Et donc, cette enzyme, elle est capable de dérouler le génome, et l'ARN lui va être capable de reconnaître précisément la séquence d'ADN qu'on veut couper.
Une fois que l'ARN il s'est apparié au gène cible, Cas9, elle coupe les 2 brins d'ADN à cet endroit-là. Et donc une fois que l'ADN il est coupé, la cellule elle va chercher à réparer en fait cet ADN coupé. En fait, elle va le réparer via un gène étranger qu'on aura inséré aussi dans la cellule en même temps que CRISPR-Cas9. Et donc c'est en ça que cette technique est très différente des anciennes techniques de création d'OGM, parce qu'on peut savoir un petit peu plus précisément où on va insérer le gène d'intérêt. Voilà comment on crée ces organismes issus de NGT. Et maintenant, que dit le projet de loi ? La proposition de loi, elle divise les NGT en 2 catégories. Ceux qui ont subi moins de 20 modifications génétiques, qu'ils ont catégorisés dans la catégorie 1, et puis ceux qui en ont plus et qui sont dans la catégorie 2. Et du coup, le règlement prévoit d'exempter d'évaluation des risques les végétaux issus des NGT de catégorie 1. Donc ces plantes seront considérées comme équivalentes aux végétaux conventionnels et exemptées des exigences prévues par la législation sur les OGM. En revanche, les plantes modifiées de catégorie 2 seront toujours considérées comme des OGM et soumises à la réglementation actuelle sur les OGM. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard, mais l'association Pollinis précise qu'il n'y a aucune base biologique à cette proposition de chiffre de 20 modifications génétiques proposées par la commission. Cette déclaration a notamment été faite par le biologiste Yves Berthaud pendant le colloque organisé par l'association et le député Stéphane Delautrette à l'Assemblée nationale. Et je vous préciserai du coup à la fin de cet épisode sur quoi se base cette affirmation. Mais d'abord, je vais vous préciser un peu quels sont les blocs les plus importants de ce texte qui a été validé par le Parlement européen. Alors tout d'abord, c'est un texte qui est plus contraignant que ce qui était prévu à la base par la Commission, selon Le Monde. Donc en premier, le texte prévoit d'autoriser des végétaux modifiés par les techniques NGT, uniquement à condition qu'elle soit associée à une baisse des produits phytosanitaires ou à un objectif d'adaptation au changement climatique. Il a aussi été ajouté de conserver une traçabilité jusqu'aux consommateurs et non uniquement jusqu'aux agriculteurs comme le texte le prévoyait à la base. Et il est aussi précisé qu'aucun brevet ne pourra être déposé sur les végétaux issus de ces techniques. Ce qui aurait été un énorme changement pour l'Europe, qui considère que les brevets sur les végétaux entravent la capacité d'innovation, la sécurité alimentaire et participent à une concentration excessive du marché dans le domaine de la sélection végétale. Autre point de la proposition de loi, les végétaux modifiés par les nouvelles techniques génomiques seraient par contre interdits en agriculture biologique parce que de toute façon ils ne sont pas en accord avec les principes de l'IFOAM, donc qui est la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique. On en parle dans certains épisodes de notre podcast, donc on vous invite à aller voir ce qu'est l'IFOAM et ce qu'ils disent sur les biotechnologies. Donc voilà pour les points les plus importants du texte de loi. Et maintenant, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi le texte, même s'il a été validé par le Parlement européen, il n'est pas encore sûr qu'il entre en vigueur. Et pour ça, il faut se pencher sur le fonctionnement des votes au niveau européen. Et donc par exemple, on peut lire dans la veille juridique du réseau Semences Paysannes que lors de la procédure législative européenne, la Commission européenne propose un projet de texte et ce projet doit ensuite être approuvé par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, il réunit les ministres des États membres par domaine d'activité. Et donc il faut que ces deux instances, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, examinent et modifient le texte pour faire des nouvelles propositions et elles doivent chacune valider le texte et trouver un accord en fonction des propositions de modification que chacun fait. Et donc si à l'issue des deux lectures, le Parlement et le Conseil ne sont toujours pas d'accord sur une seule et même version du texte de loi, et ça arrive très souvent, alors il y a une phase de conciliation qui s'ouvre et qu'on appelle le trilogue, parce que la Commission européenne y participe en tant que médiatrice. Et donc si un compromis est trouvé, les deux institutions votent la proposition de loi et celle-ci est adoptée. Et dans le cas contraire, le texte est tout simplement abandonné.
Donc là, en gros, comme je vous disais, c'est le Parlement européen qui a proposé le texte dont on parle depuis tout à l'heure, mais il faut que le Conseil le valide pour que la proposition soit acceptée. Ou alors que les discussions continuent avec la Commission européenne en médiation pour amender ce texte et ensuite le faire valider potentiellement. Et en plus, il y a une autre chose qui se surajoute à cette complexité, c'est que du côté du Parlement européen, il y a les prochaines élections législatives qui arrivent cette année, en 2024, et donc pas sûr que la proposition de la Commission, elle aboutisse aussi vite que prévu avec tous ces mouvements politiques liés au Parlement européen. Donc, on a vu un peu une définition de ce qu'étaient ces nouvelles techniques génomiques. On a aussi vu quelle était la proposition de loi du Parlement européen, et puis un peu comment le processus se fait et où on en est des discussions au niveau européen sur le sujet. Et donc j'avais quand même envie de vous faire un petit résumé rapide et non exhaustif de, en gros, pourquoi il y a en fait une mobilisation, et notamment de la part de l'association Polynice et d'associations citoyennes et professionnelles contre cette proposition de loi qui est en fait une proposition du coup de dérégulation d'une partie des OGM dans la loi européenne. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a quand même de nombreux scientifiques qui se mettent en porte-à-faux par rapport à cette proposition de loi, mais qu'au final il y a assez peu de structures scientifiques qui ont rendu des avis sur la proposition de loi. Mais il y a en France l'ANSES qui s'est auto-saisie du sujet et qui a rendu un avis. Et notamment dans cet avis, l'ANSES pointe certaines limites scientifiques et sanitaires dans la construction des critères, et notamment dans ce fameux critère dont je vous parlais qui était le critère des 20 modifications génétiques qui permettent de créer cette fameuse catégorie 1 des NGT. Et dans son avis aussi, l'ANSES observe que ces techniques peuvent conduire à des modifications des fonctions biologiques des plantes qui ne sont pas prises en compte dans la proposition de catégorie 1 de la Commission et dont on ne peut pas écarter qu'elles puissent induire des risques sur la santé et l'environnement. Dans un super article aussi écrit par Reporter, on se rend compte en fait que les effets off-target semblent être plus nombreux que ce qu'avancent certains scientifiques qui utilisent la méthode CRISPR-Cas9. Donc les effets qu'on appelle les effets off-target, c'est en fait des modifications génétiques qui se font sur le génome, mais pas à l'endroit où on avait prévu de faire ces modifications. Donc c'est en dehors de la cible, en français. Et en fait, CRISPR-Cas9 est considéré comme une méthode qui est plus précise que les anciennes méthodes de création d'OGM, mais quand même, les effets off-target semblent être assez nombreux. Et puis aussi, il peut y avoir des erreurs dans la réparation du génome une fois que l'ADN a été coupé pour y ajouter la séquence d'intérêt. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les autres effets potentiels de cette technique, je vous invite à aller voir le super article de Reporter sur toutes ces problématiques. Et évidemment, je le mettrai en description de l'épisode, comme tout ce que j'ai cité auparavant dans cet épisode. Il y a aussi eu une lettre ouverte de 100 universitaires qui sont issus de très nombreuses disciplines, comme l'agroécologie, l'écologie politique, la sociologie rurale, la biologie moléculaire, la génétique des populations et j'en passe, donc qui se positionnent sur cette proposition de loi. Et ils se disent notamment très préoccupés par la qualité de la proposition législative, par le processus par lequel elle a vu le jour, et enfin, ils se disent très préoccupés par les impacts sociaux, économiques et environnementaux qu'il aura ce texte s'il était adopté. Ils questionnent aussi fortement la manière dont les objectifs climatiques et de durabilité sont utilisés pour justifier cette dérégulation. Parce que, du coup, comme on l'a dit, un des prérequis à l'autorisation de ces NGT, enfin de ces végétaux issus de NGT, ce serait qu'ils soient créés dans un objectif de baisse des produits phytosanitaires ou d'adaptation au changement climatique. Et pour finir, si vous avez envie de creuser le sujet et que vous êtes anglophone, il y a une super analyse qui est parue
Donc je vous mettrai aussi le lien vers cette analyse dans la description de l'épisode. Et en gros, c'est une étude qui regarde déjà quelles ont été les conséquences de l'adoption de technologies OGM dans les pays qui les ont autorisées. Et puis ensuite, quelles seraient du coup les potentielles implications de cette dérégulation en Europe. Notamment, il parle de l'influence de ces OGM sur le marché des semences et comment ça a eu une forte tendance à concentrer ce marché. Ils étudient aussi quelles ont été les tendances de consommation de pesticides et d'herbicides suite à l'autorisation de ces OGM et encore de nombreuses autres thématiques. Donc je vous invite à le lire. Et le titre, si je fais une traduction en français, c'est « La possible dérégulation de certains types d'OGM en Europe, quelles en seraient les implications ?» Et ben voilà, j'ai terminé avec cet épisode. Pour résumer, du coup, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de la proposition de loi, d'où est-ce qu'elle en est aussi dans le paysage politique européen, ce qu'elle propose et puis quels sont les potentiels dangers si cette loi venait à passer. Un des objectifs, c'était vraiment de mettre la question des nouvelles techniques génomiques dans le débat public. Il y a énormément déjà de travail qui a été fait, notamment par l'association Polynice, mais aussi par le média InfoGM, par le réseau Semences Paysannes. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir tout ça. Et puis, comme toujours, à nous dire sur les réseaux sociaux ou par mail ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi s'il y a eu des approximations à nous le dire et si vous avez des précisions à apporter. On est toujours très contente d'entendre de vos nouvelles. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. On est présente sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis à en parler plus généralement autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode de Cultiver la biodiversité. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!